Bonjour à tous et bienvenue dans cette grande table du lundi. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, Gilets jaunes. Peut-on analyser l'histoire en cours? On en parlera avec notre invité, le philosophe Jean-Claude Monod, qui vient de participer à l'ouvrage collectif Le fond de l'air. Et jaune, comprendre une révolte inédite, où plusieurs chercheurs, auteurs s'interrogent sur le rôle à tenir et à jouer par les sciences humaines pour tenter de comprendre un événement inédit. Mais d'abord, Olivier Gourmet sur écoute. Il incarne avec brio le rôle du ténor du barreau Éric Dupond-Moretti aux côtés de Marina Foïs dans Intime Conviction, premier long d'Antoine Rimbaud en salle mercredi. À 55 ans, le comédien révélé à l'écran par les frères Dardenne surprend une fois encore avec cet art de la métamorphose. Il est notre invité à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr. La grande table. Olivia Gesbert. Du prétoire à la scène, des planches à la barre. Après le succès de Plaidoirie où Richard Berry en robe noire redonne voix à une poignée d'affaires emblématiques par celle de leur avocat, c'est au tour d'Éric Dupond-Moretti, le vrai, l'avocat, le ténor du barreau, de se rendre à la barre pour un spectacle à voir jusqu'au 24 février au Théâtre de la Madeleine. Et bien justement, Éric Dupond-Moretti, c'est le rôle qu'il interprète à l'écran dans le film Une intime conviction qui revient sur le deuxième procès Viguier aux assises du Tarn. Olivier Gourmet, bonjour. Bonjour. Les rôles s'inversent. Et c'est peut-être pas étonnant. Vous vous êtes senti chez vous dans cette salle d'audience reconstituée? Ça a demandé un certain effort, donc une certaine somme d'informations et de travail avant. Donc une rencontre avec Éric Dupond-Moretti pendant quelques jours sur un procès dans la banlieue parisienne, uniquement pour pouvoir le regarder, l'écouter beaucoup. Devoir d'information comme un journaliste pour parler d'un sujet qui touche toute la France, c'est-à-dire la justice. Donc il y a un minimum à faire quand même avant, donc lecture de certains bouquins, pas d'études de droit, mais voilà. De beaucoup de choses pour se préparer et faire en sorte qu'au moment de tourner ces scènes qui sont importantes dans le film, puisque ça retrace cette affaire Viguier, et donc de ce très difficile nœud de ce qu'est une intime conviction et qui mène ici la justice en France, puisqu'on peut condamner sans preuve, ce qui est assez étonnant, voilà, surtout sur cette affaire où il n'y a aucune preuve de disparition de cadavre, donc voilà, enfin de disparition, il n'y a pas de cadavre, donc il y a disparition, mais pas d'éléments qui appuient qu'il y a eu crime ou meurtre. Mais de la projection de la parole à l'espace d'une salle d'audience, de la projection de la parole à l'espace d'une scène de théâtre, vous ne trouvez pas qu'il y a quand même beaucoup de similitudes? Il y a beaucoup de similitudes. Il y a en même temps une énorme différence, et c'est Éric Dupond-Moretti qui le dit lui-même et qui me l'a dit. Voilà, un comédien, bon, il y a un texte, il y a une responsabilité, c'est sûr. Enfin, ça dépend en tout cas comment on veut sensibiliser le spectateur. Mais bon, un avocat, quand il prend la parole au pénal, c'est souvent pour défendre un homme ou une femme, et donc son destin en dépend. Donc il y a une grosse charge de responsabilité. Et parce que voilà, le destin d'un homme ou d'une femme peut être brisé ou s'ouvrir, mais voilà, donc c'est quand même une grosse différence. Mais cette prise de parole, je dis, c'est vrai, il y a une similitude, parce que être acteur, c'est prendre la parole et sensibiliser un public, donc lui dire certaines choses pour qu'il réagisse, pour qu'il se pose des questions, ou parfois pour certains films uniquement le divertir. Mais quand on a un sujet aussi important, donc on a un devoir de sensibilisation sur le public et d'ouverture de questions et de débats. Et un avocat, il parle à des jurés, il doit les convaincre, il doit les emmener, il doit les émouvoir, il doit faire tout en sorte, mais tout en œuvre, à la fois dans le devoir, dans l'exercice de sa fonction, donc au niveau des lois, mais aussi au niveau, et ça, Éric Dupond-Moretti est très fort, au niveau du sens commun humain. Donc il y a énormément de similitudes. Plaire, émouvoir, convaincre, c'est les trois qualités nécessaires à un avocat, tel que mis en avant par l'avocat Bertrand Perrier. Il était au cœur du film À voix haute de Stéphane de Freitas, un documentaire qui nous parlait des concours d'éloquence qui se sont multipliés depuis. Plaire, émouvoir, convaincre, c'est ce à quoi l'avocat va tenter de répondre lorsqu'il plaide. Et on le voit quand vous incarnez, vous, le rôle d'Éric Dupond-Moretti dans Une intime conviction, notamment au moment de sa plaidoirie. Il passe d'un registre à l'autre. Il y a une vraie intensité dans ce moment-là. Vous avez dû beaucoup travailler ce ton aussi, ce style. Comment jouer juste? Comment jouer juste? Je pense que une des recettes de comment jouer juste, sans prétention, c'est
c'est de passer soi-même par de vraies émotions. C'est-à-dire, comme un enfant peut aller très loin, c'est jouer à et y croire de manière totale, c'est-à-dire de se laisser aller et de croire en ce qu'on est en train de faire, et puis de faire fonctionner son imaginaire, c'est-à-dire à ce moment-là, avec des personnes évidemment qui sont des personnages fictifs, que ce soit Viguier, donc Laurent Lucas, de se dire bon mais je prends la parole, mais c'est pour de vrai. Et donc je dois parler à des jurés qui sont là, qui sont des figurants. Mais bon, je prends la parole comme si j'étais avocat et comme si je devais réellement, comme si le sort de cet homme-là, aujourd'hui, maintenant, à ce moment-là, c'est pour de vrai. Simplement, c'est faire fonctionner son imaginaire. Voilà, faire fonctionner l'imaginaire. C'est ça qui est beau dans l'art, c'est d'ouvrir l'imaginaire, à la fois son propre imaginaire, à travers plein de choses, parce que ça peut être dans des lectures et dans toute la préparation d'un rôle ou d'un travail, mais c'est aussi donner au spectateur l'occasion d'ouvrir son imaginaire, que ce soit de manière douloureuse ou de manière divertissante, parce que ça c'est différent selon les films. Ça, je pense que c'est une partie d'eux. Après, c'est comme je vous disais, il y a un gros travail quand même en amont, quand on doit s'approcher un tant soit peu de faits concrets et réels et de personnages qui existent, ou même parfois qui n'existent pas, mais qu'on veut représenter de manière sincère et honnête et sensible, c'est-à-dire monsieur tout le monde qu'on peut croiser au coin de la rue, qui a une âme profonde, âme dans le sens du mot animus, qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qui le fait avancer, qu'est-ce qui fait qu'il est comme ça aujourd'hui à ce moment-là, quels ont été les éléments de sa vie, les choses qu'on pourrait prendre et se dire voilà, je comprends pourquoi cet homme est comme ça à ce moment-là. Il y a un gros travail d'écoute et de vivre avec les gens et d'information. Donc je pense que ça aide à être dans quelque chose de vrai. Mais qu'est-ce que le vrai? Parce que parfois, on peut parler du vrai en partant dans quelque chose de beaucoup plus burlesque. Il suffit de voir Charlie Chaplin ou d'autres réalisateurs qui sont partis dans des choses plus poétiques ou différentes d'une réalité concrète et qui racontent le monde de manière aussi sensible et formidable. Olivier Gourmet, dans l'affaire Viguier, c'est un homme qu'on juge, accusé du meurtre de sa femme Suzanne. Jacques Viguier, professeur de droit à Toulouse, père de 3 enfants, mari trompé, bipolaire. Est-ce que vous vous souvenez, vous, du bruit qu'a fait cette affaire à l'époque ? Non, à l'époque, non, sincèrement, non, je ne me rappelle pas. Je suis friand, moi, de tout ce qui est judiciaire, et je lis beaucoup de romans de polar judiciaires et policiers. Et, je regardais certaines émissions sur les chaînes françaises qui traitaient de ces affaires criminelles. Et donc j'avais vu cette émission sur l'affaire Viguier à l'époque. Enfin, à l'époque, parce que Viguier, la disparition de Suzanne Viguier, c'est début des années 2000. Février 2000, et le procès, il est 10 ans après. Donc il y a un gros laps de temps entre les deux, ce qui est assez étrange. Ben voilà, donc j'avais un vague écho. Quand j'ai lu le scénario, je me suis dit, tiens, ça me dit quelque chose, je connais cette affaire, j'en ai entendu parler. Donc je suis retourné sur les images d'archives et j'ai retrouvé les émissions qui en avaient parlé. Donc voilà, c'est revenu en ma mémoire. Et puis bon, Antoine m'avait abreuvé de bouquins à lire. Une disparition sans corps, une accusation sans preuve, un acquittement en premier appel fait rare. Le parquet va faire appel justement, en première instance, pardon, et le parquet qui va faire appel. Oui. C'était un procès très singulier par beaucoup d'aspects. On va écouter un extrait d'une intime conviction qui revient dans ce film sur le 2e procès, le procès en appel aux assises du Tarn, où vous incarnez l'avocat Éric Dupond-Moretti et où Marina Foïs, qui est une ancienne jurée du premier procès, vient vous chercher pour que vous défendiez Jacques Viguier dans ce second procès. Maître Dupond-Moretti ? Bonjour madame. C'est moi qui vous ai contacté à propos de l'affaire Viguier. Ma secrétaire vous a répondu, j'ai rien à voir avec l'affaire Viguier. Renseignez-vous un peu, c'est votre boulot. Non mais attendez, je suis pas journaliste. Je vais vous proposer de reprendre l'affaire. Il est jugé où, en appel Viguier ? À Albi. Le président d'Albi, je le connais, je lui serre plus la main. Pourquoi ? C'est pas un honnête homme, il m'en a déjà condamné 2 qui avaient été acquittés en première instance. Et c'est quand ? C'est en mars. Mars ? Non, je peux pas, c'est impossible. En vrai, ils savent même pas si elle est morte. Hein. Si ça se trouve, elle est partie. Y a rien dans le dossier, c'est vide, que de la rumeur. De toute façon, la presse a été dégueulasse. Mais y a pas de cadavre, y a pas de preuve, y a pas de mobile. Moi, j'ai pas une seconde. Pardon, mais enfin, on rentre pas sur un dossier comme ça au dernier moment. Allez, au revoir. Oui. Quand ? Trop longtemps, nous avons supporté l'irresponsabilité de certains parents. Vous comprenez pas le français, vous ? Prenez ça, y a tout dedans. Si je prends une affaire, je commence par lire le dossier. Mais c'est mieux que le dossier, j'ai tout décortiqué du premier procès. La responsabilité des parents de... Et c'est quoi ces méthodes-là ? Vous savez ce qu'on lui reproche à Viguier ?
Écoutez, on m'attend à Montauban depuis 1 heure, descendez. Eh ben, laissez-moi garer ma voiture, j'en ai pour 2 secondes. Je fais le trajet avec vous, je vous explique. Non, sûrement pas, non. Je vous parle d'une erreur judiciaire, là. Bon, ça suffit maintenant, descendez. Descendez. Pourquoi est-ce qu'il va accepter de défendre Jacques Viguier, Éric Dupond-Moretti, dans cette affaire ? Ah là, vous me posez une colle, parce que il faudrait poser la question à Éric Dupond-Moretti. C'est vous, Éric Dupond-Moretti, à l'écran. Oui, le temps d'1h40, le temps du film, oui, je suis Éric Dupond-Moretti, mais sincèrement, je ne peux pas vous répondre, j'en sais rien du tout. Je lui ai pas posé la question, enfin, j'ai peut-être dû lui poser, mais il resté très discret au moment de nos rencontres sur ces motifs-là et sur ses raisons intérieures et intimes, voilà, mais je n'ai aucune idée de pourquoi il a accepté. Non, sincèrement, je mentirais en répondant à ces questions. Parce qu'il prend un risque. Oui, il le dit, je prends un risque, puisqu'il a été, il prend une affaire où il a tout à perdre, puisqu'il y a eu acquittement, et donc s'il est acquitté, l'opinion publique dira c'est normal, et s'il est condamné, ce sera la faute d'Éric Dupond-Moretti. Voilà, vous savez, pour moi, c'est la pire des situations. Il a déjà été acquitté. Si je l'acquitte, on trouvera ça normal, mais s'il est condamné, ce sera ma faute. Alors, il y a au cœur de ce film ce personnage de Nora jusqu'au premier procès. Elle était jurée dans ce premier procès, on l'apprend assez rapidement. Elle a été scandalisée par l'appel du parquet, et Nora, incarnée par Marina Foïs, va personnellement démarcher Éric Dupond-Moretti pour qu'il reprenne la défense de Jacques Viguier. Elle va se laisser dévorer par ce procès, elle va en faire une affaire personnelle. Son obsession n'aura d'égal que celle de l'amant dans cette affaire, qui va se révéler au fil de ce deuxième procès à travers les centaines d'heures d'enregistrement, d'écoutes téléphoniques qui vont être apportées au procès et qui vont aussi rythmer le film. Un film qui est bâti autour de ces écoutes. Oui, le film est bâti autour de ces écoutes, sur ce qu'on appelle la rumeur. Et l'énorme impact que cette rumeur, qui a été manipulée un tant soit peu, il faut être prudent sur ce qu'on dit, mais par certaines personnes impliquées, concernées par l'enquête et la disparition de Suzanne Viguier, cette rumeur a manipulé l'enquête au point de diriger, guider quelque part l'enquête policière, parce qu'il y a eu vraiment des grosses erreurs au niveau du devoir d'enquête et des pistes qui auraient dû être menées à ce moment-là, puisque comme le dit Marina, le personnage de Marina dans le film, elle dit il n'y a aucune preuve, pas de cadavre et aucun mobile. Et la rumeur a évidemment remplacé ces vides qu'il manquait uniquement par ces personnes qui, par manipulation et par faux témoignages, sont parvenues à remplir certaines cases et à faire en sorte que tout accable Viguier, mais de manière totalement manipulée. Alors c'est intéressant que ces écoutes existent, c'est-à-dire que si elles ont été réalisées, c'est aussi que personne dans cette affaire n'était au-dessus de tout soupçon. Alors Durandais a la calomnie compulsive, mais ça n'en fait pas un assassin, rappelle Éric Dupond-Moretti que vous incarnez dans ce film. On va avoir face à face, avec un effet de miroir, 2 personnages, celui de l'amant Olivier Durandais, plutôt manipulateur, volontiers volubile, et face à lui Nora, cette ex-jurée qui prend cette affaire extrêmement au sérieux, qui en vient à délaisser sa famille, qui en vient à délaisser son boulot parce qu'elle veut absolument que la vérité soit établie. En fait, ce film ne prend pas parti pour... D'ailleurs, l'affaire a été jugée, mais ne prend pas parti entre Jacques Viguier et entre Olivier Durandais. En revanche, il prend clairement parti pour le doute. C'est un film sur l'apologie du doute, donc c'est-à-dire sur le droit fondamental pénal, qui est que quand il n'y a pas de preuves, pas de cadavre, il y a aucun mobile, on ne peut pas condamner. Parce que, simplement et de manière, oui, un peu simpliste, mais si vous condamnez à partir de sans preuve, sans mobile, sans cadavre, vous rendez la justice. La justice, comment est-ce vous que jugez, mais vous ne rendez pas la justice. Merci de m'aider. Vous jugez, mais vous ne rendez pas la justice. Et donc, vous risquez de condamner un innocent. Et donc, il ne faut pas prendre ce risque, parce que voilà, vous pouvez détruire la vie d'un homme. Et donc, il ne faut pas prendre ce risque. Donc, c'est l'apologie du doute. Oui. C'est ce que dit Éric Dupond-Moretti à la fin de sa plaidoirie, à la fin de ce procès. On va l'écouter à la sortie du tribunal, justement, Maître Dupond-Moretti. C'était donc en 2010, à l'issue de ce procès.
Il était absolument impensable que la cour d'assises du Tarn rende une autre décision que celle qu'elle a rendue. Plus personne ne pourra sous-entendre, plus personne ne pourra suggérer la culpabilité de Jacques Viguier. Je voudrais simplement vous dire que la cour d'assises du Tarn n'a pas manqué ce soir son rendez-vous avec la justice. Comment vous... Ça n'est pas une victoire de la défense, c'est une victoire de la justice. Et pardonnez-moi de vous le dire, c'est vraiment la moindre des choses. Et devant les jurés, Éric Dupond-Moretti, dans sa plaidoirie, dira « Cet homme paie depuis 10 ans pour un crime pour lequel une première cour d'assises l'a acquitté. On le voit bien avec sa gueule de coupable, filmé de loin, filmé de près, qu'on l'humilie, qu'on le piétine, qu'on n'a aucun respect pour sa présomption d'innocence. » Oui, je le fais moins bien que vous. Hein. Non, 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 du tout, vous le faites très bien. Non, vous savez, je n'ai plus la mémoire du texte parce que ça fait déjà 1 an qu'on l'a tourné, mais voilà, ouais. Bah, il est clair. Et on remarque que dans les discours d'Éric Dupond-Moretti, souvent ce sont des mêmes phrases qui reviennent, et non pas parce qu'il n'a pas d'imagination, mais parce que c'est une bataille, c'est un travail de longue haleine de faire comprendre aux gens que la justice, elle est ce qu'elle est, et on ne condamne pas sans preuve. Et c'est chaque fois remettre sur son métier, parce que c'est très compliqué de se forger une intime conviction, c'est même parfois aberrant, et comme je disais, se forger une intime conviction uniquement sur la rumeur, ou c'est sur des choses complètement infondées. C'est quand même un gros risque. Et il dit d'ailleurs dans le film, c'est intéressant, sur cette idée que les jurés vont devoir se forger quand même une intime conviction, que l'accusation est bâtie sur une hypothèse. Et il rappelle à Marina Foïs, qui incarne le rôle de cette ancienne jurée, qui a décidé de prendre fait et cause pour Jacques Viguier, que le doute, ce n'est pas qu'une possibilité, c'est toutes les possibilités. Est-ce que vous, Olivier Gourmet, dans la vie, vous faites confiance à vos intuitions, ou est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui est habité par le doute ? C'est un mélange des deux. Hein, je fonctionne beaucoup à l'intuition et sur ce que je peux discerner et sentir au moment où je suis dans une situation quelconque. Et très vite, quand même, le doute arrive. Parce que, voilà, il faut pouvoir remettre en question certaines choses. Et je crois que ça se construit à la fois, enfin, en tout cas chez moi, à la fois avec de l'intuition et de remise en question et de regard et d'information et de faire attention aux autres et pas uniquement à son intuition, mais c'est vraiment un mélange des deux. Ce côté obsessionnel, il vous est arrivé de l'avoir pour des rôles ou pour des causes dans la vie ? Non. Pas vraiment d'obsession en général. J'essaie toujours d'avoir uniquement du plaisir, donc je fais en sorte de ne pas tomber dans l'obsession. Pour quelques passages que ce soit, j'ai toujours assez de facilité à quitter un personnage, donc de ne pas tomber dans ce côté qui peut vous faire du tort et du mal, parce qu'en même temps, l'obsession, elle ne mène pas toujours là, elle doit vous mener, parce qu'il faut avoir, comme je disais, un regard plus circulaire sur une situation et pas uniquement sur un point précis. Donc non, l'obsession, oui, c'est dangereux. Et le film, c'est ça aussi. On en parlait tout à l'heure sur la rumeur et comment on se fonde une intime conviction uniquement sur une rumeur et sur un devoir d'enquête qui a été mal mené. Mais il y a aussi cette obsession que représente le personnage de Marina, qui au départ part d'une bonne intention et qui, elle, va s'enfermer dans cette obsession de découvrir la vérité, de remplir les vides. On a très peur du vide aujourd'hui dans notre société. Donc, au point de devenir elle-même ce qu'elle condamnait à l'entrée du film. Dans ce film, je le disais, vous êtes Éric Dupond-Moretti, cet avocat obstiné, doué, avec un physique d'ours et une voix qui fait autorité. Il se fait connaître du grand public au procès d'Outreau. On le retrouvera notamment au procès de Loïc Sécher. Il a été aussi l'avocat du frère Mérin en 2017 et de Georges Tron, qu'il va faire acquitter en novembre dernier. Alors, je ne sais plus s'il est à l'origine ou s'il a validé ce surnom d'acquittator qui lui a été attribué et qui rappelle ses nombreux succès aux assises. Cette réputation, il y tient. On le disait, il l'évoquait dans le film, avec cette idée qu'il a tout à perdre de cette défense qu'il a accepté d'assurer au deuxième procès de Jacques Viguier. Écoutez-le parler de sa conception du métier. On n'a toujours pas compris que quand un homme est acquitté, c'est qu'il n'y a pas de preuve contre lui. Voilà. Moi, après, quand je regarde dans le rétroviseur des dossiers précédents, il y a des affaires dans lesquelles je me dis, il y avait des éléments à charge, mais aussi des éléments de doute.
j'ai une certitude. Pas de la culpabilité ou de l'innocence. Ça m'est arrivé quelquefois d'avoir ces certitudes. Mais pas toujours. Mais j'ai en revanche une certitude, c'est que la seule solution, c'était un acquittement. Je veux rappeler que le doute profite à l'accusé et qu'il vaut mieux, selon Voltaire, 100 coupables acquittés qu'un seul innocent en prison. Au fond, la décision de justice, d'ailleurs, c'est celle qui enferme à la fois la victime et le coupable. Il y a moyen de faire ces choses avec beaucoup d'humanité. Je ne considère jamais qu'une victime est un ennemi, pas même un adversaire. Au contraire, le drame, c'est que on considère aujourd'hui que le tribunal est le lieu où l'on fait son deuil. Ça, c'est une escroquerie. Le deuil, il se fait au cimetière. Vous l'avez approché facilement, ce personnage. Je reviens à la question d'ouverture, Olivier Gourmet. Il y avait une empathie pour cet avocat. Oui, il y avait une vraie empathie sur l'essence même du personnage. Moi, je l'ai connu, comme vous venez de dire, sur l'affaire d'Outreau, et où il m'avait énormément touché déjà à l'époque, sur sa façon de parler, justement sur ce qu'il vient de dire, sur victime, coupable, et sur cette profonde humanité qu'il a. Il y avait, comme Antoine Rimbaud le dit, quelque chose entre lui et moi qui est fait du même bois. Je ne sais pas pourquoi. Il y a ce respect de l'autre, de la personne, dans ce qu'elle est, quoi qu'elle ait pu faire. Elle mérite d'être défendue, elle mérite, en ce qui me concerne, d'être écoutée. Alors, pardonner ou excuser, peut-être jamais, mais en tout cas d'être écoutée. Et parce que, d'une part, nous, en tant qu'êtres humains, ça nous permet aussi peut-être d'aller plus loin, de découvrir, de trouver peut-être des solutions dans l'écoute et le respect de l'autre, et faire en sorte que les choses peuvent peut-être changer un tant soit peu dans le bon sens. Et il y avait cette part d'humanité, oui, que j'aimais énormément chez Éric Dupond-Moretti, qui me touchait et à laquelle je pouvais facilement m'identifier. Donc il y avait un plaisir déjà et une certaine aisance de rentrer dans le rôle par ce biais-là déjà, en tout cas. Après, comme je disais, il y a eu beaucoup d'écoute, d'observation, et sur sa façon de parler, sur ses silences, sur ses regards, sur son corps, sa façon de bouger, sur ses intonations, sur sa musique au moment des plaidoiries. Et c'est très particulier d'interpréter aussi le rôle d'un homme vivant, réel. C'est pas du tout un personnage fictif, en lui empruntant jusqu'à son nom et son patronyme, et cette fonction qu'il a fallu retrouver. Olivier Gourmet, vous êtes passé longtemps par le théâtre avant d'être révélé à l'écran, avec notamment La promesse des frères Dardenne en 96, Rosetta, puis Le Fils, prix d'interprétation à Cannes en 2002. Vous êtes aussi crédible en ministre cynique dans l'exercice de l'État que dans le rôle que vous occupiez pour Sur mes lèvres de Jacques Audiard. On va écouter un tout petit extrait de votre filmographie. En mode rotation, vitesse 5 maximum. Oui. Mais je vais en prendre une plus petite, quand même. Prenez la Zuxmal. Petite, mais robuste. Avec Bricodream, je m'exprime de très nombreuses idées pour transformer sa maison aux couleurs de l'été. Police, rendez-vous! Immeuble cerné! Was? Was? Was ist los? Sortez! Sinon je fais sauter la porte! Ich lebe die Revolution! Arrête, Jacques, t'en fais trop! Quittez-toi d'abord pour me tutoyer! Robert Broussard! Commissaire à Berry! Maintenant t'arrêtes ton cercle, Jacques, et tu te rends! D'abord je t'emmerde! C'est quoi ça? Pourquoi t'as fait ça? Allez, rends-moi ton tablier. Allez, rends-moi ton tablier. Ramasse-le. Vous me devez 3 jours. Allez. Vous me devez 3 jours. Tu vas le ramasser, oui? Et donnez-moi mes 3 jours. Pêche ta petite volette de merde!
me fous le camp! Mais c'est qui ces cons-là? Je te rappelle. S'il vous plaît, doucement, s'il vous plaît. Calmez-vous. Vous pouvez m'expliquer ce que vous voulez? Il n'y a pas de problème. Et toi, t'as quoi dans les mains pour nous? Ah, t'as rien. Bon, je peux en placer une? Vas-y, place dans une. S'il vous plaît, je vous promets, dès que je suis à Paris, j'en parle à mon cabinet et je plaiderai votre cause. Ah non, tu vas les appeler des amis du travail et d'argent. Nous, on va un engagement immédiat. À 55 ans et avec plus d'une centaine de films, Olivier Gourmet, on ne pouvait pas tous les passer. Là, on a entendu un extrait de Ban Public de Bruno Podalides, de Mérine, l'ennemi public de Jean-François Richet, de Rosetta, avec des frères Dardenne, et l'exercice de l'État de Pierre Schoeller. À 55 ans, plus d'une centaine de films. Après quoi courez-vous? Vous dites la reconnaissance plus que la notoriété. On n'est jamais arrivé? Ou c'est juste le plaisir qui vous guide aujourd'hui? Oui, voilà. Uniquement le plaisir. La reconnaissance et la notoriété n'a jamais été un aboutissement pour moi. C'est uniquement... J'ai commencé ce métier, je voulais être clown, je voulais faire rire les gens, et voilà. Après, j'ai rencontré des gens qui m'ont emmené ailleurs, et heureusement, ou pas, j'en sais rien, mais... Et donc, depuis toujours, c'est le plaisir qui me mène. On dit souvent, il est boulimique, il en fait beaucoup, on le voit trop. Et je dis, mais pourquoi, moi, mon voisin, il part tous les jours au matin, il va travailler, il aime ça. Moi, j'aime ce que je fais, et pourquoi je tournerais pas tous les jours? Et quand je tourne pas, ça me manque. Parce que j'aime ça, j'aime le travail, et c'est vraiment... Oui, qu'une notion de plaisir. Simplement une notion de plaisir. Après, il y a autre chose qui se greffe. Qu'est-ce que le plaisir? Le plaisir, il évolue en fonction des années, et des choses qu'on aimait il y a 20 ans qu'on n'aime plus aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est ce qui me guide. Il y a des choses que j'ai abandonnées parce que je n'y avais plus de plaisir. Et c'est peut-être pas étonnant qu'on vous retrouve d'ailleurs souvent dans des rôles où vous incarnez des personnages qui sont dans le faire. Alors à la fois, on peut avoir le flic Robert Broussard dans Mérine, l'ennemi public, mais aussi le prof menuisier dans Le Fils des Dardennes, le tenancier de bar dans Sur mes lèvres de Jacques Audiard. Vous êtes maître verrier dans Un peuple et son roi de Pierre Schoeller. On vous met souvent dans des rôles, on vous voit dans des rôles où vous agissez, ou comme cet ouvrier qui va le matin à l'usine, vous êtes aussi vous dans ce faire. J'aime ce cinéma qui emmène les personnages dans le mouvement, parce que je pense que le corps est important et que le corps souvent raconte beaucoup plus, ou peut raconter tout autant, voire plus que les mots. Et j'aime ces réalisateurs qui mettent les choses en mouvement et pas sur des chants contre chants assis en place. Et là, vous interprétez. Il y a une vraie dynamique et un vrai plaisir déjà à découvrir des métiers différents, des univers totalement différents. Tout en interprétant aujourd'hui le rôle d'un avocat qui porte la parole haut et fort et qui prouve qu'aujourd'hui vous avez peut-être aussi fait totalement des mots vos amis, Olivier Gourmet. Mais les mots sont importants aussi, évidemment. Et à la fois dans l'exercice de l'État et dans la plaidoirie d'un avocat, les mots, des mots dépendent le destin d'une nation ou d'un homme. Merci beaucoup, Olivier Gourmet. Merci. Une intime conviction est à voir en salle mercredi. Et je rappelle que c'est donc le premier long métrage d'Antoine Rimbaud. Merci. Merci.